Donc, bienvenue à tous pour le séminaire d'aujourd'hui. On a la chance d'accueillir avec nous Martin-Hugues Saint-Laurent, qui vient nous visiter depuis Rimouski, donc on sait maintenant qu'il n'est pas dans la pâte. Hein? Martin-Hugues, c'est un spécialiste du caribou, donc il va nous parler de ça aujourd'hui. Vous avez peut-être eu la chance de l'entendre dans les médias, c'est aussi un chercheur qui est bien présent dans les médias. Martin-Hugues disait que c'est un produit de l'UQ, donc bac à Rimouski, à l'UQAR, maîtrise à l'UQTR à Trois-Rivières et doctorat à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM. Donc, Martin-Hugues, je te laisse la parole. Si. Donc, on dit 45 minutes, je te ferai un signe. Eh boy. Pas le choix. OK, c'est bon, puis on va garder du temps pour les questions. Bon? Oui. Je vous invite même, si vous avez des questions en cours de route, à les poser. Quand j'ai commencé ma carrière de prof sur le caribou, il y a presque 15 ans de ça, j'avais 6 diapos, puis là, j'aimais ça, puis je prenais le temps, puis là, c'est comme si on m'oblige à choisir un peu entre mes enfants, puis j'aime pas beaucoup ça parce qu'on a eu presque 80 projets de recherche sur le caribou dans mon équipe dans les 15 dernières années. J'ai à peu près 400 diapos, mais je les montre pas toutes. J'ai mis ma diapo de remerciement à peu près à 50 diapos. Mais j'ai gardé le reste pour répondre à des questions s'il y en a, OK? J'essaie de vous faire une histoire qui est cohérente avec ça. Puis, j'ai changé mon titre dans les dernières semaines pour comprendre, protéger puis restaurer. Parce que quand moi, j'ai fait mon bac au siècle dernier en gestion de la faune, ce qu'on nous apprenait, c'était de travailler la forêt pour produire de la faune gibier. Puis après ça, quand j'étais rendu au doc, on s'intéressait à tous les impacts qu'on avait eus. Puis là, il commençait à avoir de plus en plus de projets vraiment en conservation. Ça avait commencé dans les foyers universitaires de par le monde, mais on commençait un petit peu plus à s'intéresser à la conservation de la faune. Puis aujourd'hui, quand j'enseigne à mes étudiants, après 22 ans à donner des cours, je leur dis qu'eux, ils vont être la génération qui vont réparer. On a compris, on travaille à protéger, mais il y a énormément de travaux à faire pour réparer. J'ai l'impression qu'on rentre à tout le moins dans mon domaine, dans une décennie de restauration d'habitat. Il y a tout plein de logos ici, c'est tout plein d'organisations avec lesquelles je collabore ou dans lesquelles je suis impliqué. Certains d'entre vous êtes en centre d'études de la forêt, nordique. Vous pouvez penser à des équipes de rétablissement parce que j'ai fait le choix en début de carrière d'être très impliqué dans les organisations comme les équipes de rétablissement. J'ai siégé au COSEPAC pendant 8 ans comme représentant du Québec pour les mammifères terrestres. J'avais à cœur d'essayer d'utiliser la science que mes collègues et moi on fait pour que ça serve. Puis c'est un petit peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Peux-tu cliquer dans l'écran parce que tu as désactivé mon clicker? Yes. Aujourd'hui, là, rapide mise en contexte. Parce que votre cours, je pense, c'est sujet de pointe. Hein? Puis je ne dis pas que je fais de la recherche de pointe, mais le sujet sur lequel je travaille, par contre, ça attire l'attention pas mal cette temps-ci. Puis lequel qui est important, quelques résultats. Il n'y aura pas beaucoup de méthodes aujourd'hui. Faites-moi confiance, c'est tout publié, ce que je vous présente, ou presque. Les méthodes ont déjà été la sécurité à la loupe. Mais je vais essayer de vous faire graviter autour d'une échelle biologique de réponse entre un comportement, la physiologie, mais surtout ce qui nous intéresse le plus, la démographie. Comment, ultimement, ça finit par changer le nombre d'individus dans une population. Puis parce que ma fille me dit toujours, papa, il faut être positif dans la vie, on va essayer de se tourner par en avant et de voir comment on peut utiliser ces résultats-là pour faire quelque chose de mieux. Mise en contexte, 1er décembre 2012. Mon fils a 2 ans. OK? On est à Québec. Je pousse la poussette à Place Laurier avec ma blonde. On fait du magasinage pour Noël. Puis à un certain moment donné, mon cellulaire sonne. Ma blonde a fait des gros yeux quand ça sonne la fin de semaine. Puis là, je réponds. Puis c'est un journaliste. En fait, c'est lui qui m'appelle. Il dit, voulez-vous réagir à la une? La une. Je ne sais pas c'est quoi la une, moi, aujourd'hui, là, c'est samedi. Puis il dit, le feu est pris avec le caribou et la foresterie. Ça fait que là, je me Google la une, et là, je réalise qu'on commence à dire que protéger les caribous, ça va menacer 9000 emplois au Québec, ça va faire s'effondrer l'industrie forestière. Puis là, ça part, là. Ça part dans les médias, ça part dans les chroniques des journaux. Partout, les gens sont en train de se déchirer la chemise. Il y en a qui veulent sauver le caribou, il y en a qui veulent sauver le village. Puis là-dedans, il y en a qui disent à peu près n'importe quoi. Je ne veux pas dire, c'est dans la même phrase, mais il y avait un point-virgule, vous ne l'avez peut-être pas vu. Je ne veux pas dire que ça, c'est des organisations qui disent n'importe quoi, mais c'est des organisations qui présentent souvent peut-être une facette de la médaille, peut-être parfois de façon sursimplifiée. L'Institut économique de Montréal, c'est un think tank très centré vers le libre marché qui
fait des études ou à tout le moins des prises de position et qui avancent toutes sortes de familles d'amalgames. OK? Un caribou sauvegardé, 31 emplois perdus, 3,8 millions de dollars. Ça, là, ça fait vraiment longtemps que j'essaie de déboulonner ça parce qu'à chaque fois que je rencontre un élu, un ministre, un sous-ministre, on m'en parle. Et ça fait du chemin, là. On a eu, l'Institut économique de Montréal a eu énormément de visibilité. L'Alliance Forêt-Boréale a repris ces lignes-là. C'est des préfets, c'est des maires, mairesses, c'est des politiciens, c'est des industriels intéressés par la forêt qui se sont organisés pour être capables de mener des campagnes d'information ou d'information choisies et triées sur le volet. Je vais dire ça comme ça. C'est sûr qu'à l'époque, au Centre d'études de la forêt, les gens avec qui je travaille sur le caribou ont comme fait « Hey, wow, il faut qu'on rétablisse un peu les faits. » J'ai appelé mes buddies qui travaillent en écologie animale un peu partout. On a signé des lettres, puis des lettres, puis des lettres dans les médias. Puis on les a fait publier. Puis on était 10, puis on était 15, puis on était 25 chercheurs pour essayer de dire « Écoutez, faites attention. Là. Ce bout-là est vrai. Ce bout-là est un peu hors contexte. Ce bout-là, on n'a pas d'évidence empirique. » Et là, hey, cet homme-là qui est vraiment super, M. Baillargeon, on a discuté au téléphone, il dit, tu devrais lire ma nouvelle chronique sur le dénialisme. Le fait de systématiquement refuser de façon assez doctrinaire des faits avérés, OK, sur la base de préoccupations personnelles ou autres. Puis ça a culminé récemment. Et là, je vais demander à mon super technicien de course pour ma conférence d'aujourd'hui de sortir de là puis de partir le petit vidéo. Je veux que vous écoutiez François Blanchette le 17 octobre dernier. C'est pas grave. Moi, laisse-le rouler. Je vous dis, quand j'ai entendu ça, là, ben, premièrement, j'ai des espions puis des antennes partout. Puis, 4 minutes après la fin du bulletin de nouvelles au Lac-Saint-Jean, le téléphone a sonné pendant que je faisais la souper avec mon fils. Puis là, j'en revenais pas. Là. On m'a dit, il faut que tu écoutes ça. On m'a envoyé le lien. Je veux que vous écoutiez ça quand on va finir de voir toutes les belles annonces sur la monnaie canadienne. Ça s'en vient. Parce que, à un certain moment donné, on est aujourd'hui dans un univers de polarisation. Un univers où est-ce que les gens sont dans des chambres d'écho. Un univers à l'intérieur desquels on flush les amis Facebook qui ne disent pas la même affaire que nous autres. Regardez juste ceux qui disent la même affaire que nous autres. Puis on se conforte à ne jamais être confronté par un point de vue qui est différent du nôtre. Et souvent, ça nous permet de transporter toutes sortes d'informations. L'élection de 2020 a été volée. Elle était truquée aux États-Unis. Je ne dis pas que c'est mon opinion, là, mais il y a des gens qui croient ça. La Terre est plate. Si on enlève tous les gens qui pensent que la Terre est ronde, je garde juste ceux qui pensent que la Terre est plate et je crois ça. Oh, super! Je veux du son. Merci. 7 octobre 2022. Il y a quelques semaines, j'ai écrit un beau grand courriel à M. Blanchette. J'ai mis mon député du Bloc dans la région chez nous, en CC. J'ai dit, c'est inadmissible que quelqu'un comme vous, qui est un élu, colporte de l'information qui n'est pas. Qu'il y ait une décision politique à quelque part entre la protection d'une espèce et les emplois ou une industrie qui affecte l'habitat de l'espèce, soit c'est une décision politique, mais vous ne pouvez pas laisser entendre qu'on ne comprend pas quelque chose. Et est-ce que tu peux cliquer dans l'écran, s'il te plaît?
Et ça, ben, c'est ce qu'on voit dans les industries forestières. Hein? Le président de Boissaco, les faits ne sont pas suffisamment précis, on manque d'informations. Le mémoire de Boissaco à la Commission indépendante sur le caribou, on part au Québec avec la prémisse que le caribou est menacé, qu'il est en déclin. Avec la prémisse comme dans on pense que c'est vrai, mais c'est peut-être pas vrai. L'Alliance forêt boréale, l'état des connaissances sur le caribou permet de prendre des décisions. C'est un mythe. Il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas documentés. Les changements climatiques n'ont pas d'incidence sur les caribous. C'est un mythe. L'impact des changements climatiques poussera les populations à migrer vers le nord. Donc, ne nous préoccupons pas du caribou. Il va disparaître ou il va changer de place. Qu'est-ce que la science dit de ça? C'est beau, là. C'est un immense défi de société. Le caribou est un porte-étendard de la protection des forêts matures, derrière lequel se cachent énormément d'autres espèces qui ne sont pas nécessairement charismatiques ou qui ne reçoivent pas autant l'attention du public. Fait que c'est pas une bataille pour le caribou, mais qu'est-ce que la science dit par rapport à ça? Ça, c'est une image de 2009. Une vue du dessus du globe, OK? Donc, nous, on est là. On voit par le pôle Nord, c'est toute la distribution circumpolaire dans l'hémisphère nord de Rangifère tarandus. Rangifère tarandus, c'est le renne en Eurasie, c'est le caribou en Amérique du Nord, puis c'est le renne du Père Noël. Toute la même espèce, OK? Toute la même espèce. Les populations qui sont en grisé, on n'a pas suffisamment de données pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est majoritairement des populations en Eurasie. Les populations en rouge, on a des évidences formelles qu'elles déclinent. Les populations en vert, qu'elles sont stables ou qu'elles augmentent. Depuis ce dernier coup de sonde-là, il y a déjà 14 ans, ben, il y a des populations en vert qui ont basculé au rouge. Il n'y a aucune population en rouge qui est revenue dans le vert. Et ça, là, c'est des milliers d'inventaires. Donc, je dis juste ça comme ça, des évidences scientifiques, M. Blanchette, il y en a. Si on regarde plus attentivement au Canada, le caribou au Canada est distribué dans 5 sous-espèces différentes. Donc, on part de l'espèce, on descend dans les sous-espèces. Puis, les sous-espèces, puisqu'elles rencontrent tellement de conditions écologiques différentes, ben, elles se sont, je vais dire, diversifiées sous la forme de ce qu'on appelle un écotype. Puis au COSEPAC, quand j'étais là, on a décidé de réfléchir à la notion d'unité désignable et on a regroupé les familles de menaces et de défis, puis les particularités écologiques en groupes. Puis il y a ce groupe-là, l'unité désignable 6, qui est le caribou boréal ou les populations boréales du caribou des bois, qui sont attachées à la forêt. Puis, ben, moi, je travaille sur celle-là ici, mais je travaille aussi sur la petite ici, la numéro 11, qui est le caribou de la Gaspésie. Qu'est-ce qu'une unité désignable? En fait, c'est, selon le COSEPAC, un élément de biodiversité suffisamment représentatif, puis considéré irremplaçable, dont la perte, en fait, serait une perte de biodiversité à l'échelle canadienne. Et c'est le COSEPAC qui fait des recommandations au ministère en conseil, au ministre en conseil, pour octroyer des statuts d'espèces menacées, vulnérables, ou dans ce cas-ci, excusez-moi, préoccupants, menacés ou en voie de disparition. Donc, on va parler de ça aujourd'hui parce que est-ce qu'on en connaît suffisamment? En fait, c'est un peu ça la question. Bien, vous le savez, c'est pas moi qui vais vous apprendre ça. Vous êtes tous et toutes des gens qui travaillent en écologie forestière à différents niveaux. La forêt, elle est dynamisée par des perturbations naturelles. En forêt boréale, beaucoup les feux. Dans certains secteurs, des épidémies d'insectes ravageurs. Dans certains autres secteurs, à plus petite échelle, des chablis. Et la faune qui est là, on assume qu'elle a appris à vivre en équilibre avec ces régimes de perturbations naturelles. Bien entendu, on force aujourd'hui plusieurs des processus écologiques à sortir de la marge des régimes de perturbation naturelle en systématisant, par exemple, comme sur la figure que vous avez ici, des parterres de coupe avec des séparateurs de forêt, avec la forêt résiduelle près des plans d'eau. On quadrille ça de chemins forestiers. Puis, on a été très efficace à dérouler ça du sud vers le nord. Qu'est-ce que ça fait sur la dynamique du caribou? Bien, il faut comprendre une chose, quand on rajeunit une forêt, la végétation devient accessible physiquement pour les animaux qui ne montent pas dans les arbres, parce que là, subitement, il n'y a plus de grandes tiges, tout est bas. Elle est plus facile à digérer, moins de tanins, moins de lignine, particulièrement à certains stades, un peu plus de lumière et de ressources pour des herbacées. Donc, le garde-manger grossit. Si le garde-manger grossit, bien, les herbivores devraient en profiter. L'enjeu qu'il y a, c'est que ce n'est pas tous les herbivores qui ont la même productivité. On dit de l'orignal qui produit 1 à 2 jeunes par année. On dit du cerf de Virginie qui produit 1 à 3 jeunes par année. Puis le caribou, même dans ses belles années, produit 1 jeune. En fait, les caribous font ce qu'on appelle, en raison de leur machinerie digestive, mais de toutes sortes d'autres facteurs, font ce qu'on appelle des pauses reproductrices. Si les femelles sont à bout de ressources,
l'année suivante, elles n'ovuleront pas, puis elles vont se ménager. Donc, les caribous produisent 0 à 1 jeune par année. Et là, vous voyez que si on leur donne le même garde-manger, ils vont augmenter en abondance à des vitesses différentes. Ce qui passe, c'est que cerfs de Virginie, orignal vont augmenter rapidement parce qu'ils produisent plus de jeunes, vont entraîner avec eux le prédateur majoritaire qui est le loup, le prédateur apical qui se nourrit d'orignaux. Et là, lui va abaisser un peu les densités d'orignaux, puis il va abaisser les densités de caribou aussi. Mais puisque le loup se maintient sur des grandes biomasses des proies plus productives, ben, même si le caribou diminue, le loup ne diminuera pas. Il va être maintenu à des densités plus élevées. Ça, c'est ce qu'on appelle un complexe de compétition apparente. Donc, le caribou et l'orignal sont en compétition, non pas pour les ressources qu'ils mangent, mais par les prédateurs qu'ils partagent. Et ça, c'est une hypothèse qui est de plus en plus démontrée à travers le Canada avec des données empiriques dans différents systèmes. Et là, je vous dis, ben, on a un animal qui est habitué de travailler dans des forêts qui sont dynamisées par les perturbations naturelles. Mais ça a l'air de quoi quand on zoome sur un secteur d'opération? Mais vous l'avez ici. OK? Donc, vous voyez les séparateurs de forêt, puis vous voyez la forêt résiduelle mature, on en a peu laissé. Ici, vous avez un animal qui doit réussir à utiliser 400, 600, 700 km² et qui cherche les forêts peu perturbées. Pas de chance. Ce qu'il va trouver, c'est des parterres dans lesquels la quantité de nourriture est certes élevée, mais où le risque de prédation est très élevé. Puis le risque de prédation ne baissera pas parce que les orignaux et les cerfs de Virginie sont très productifs. Donc, on a déstabilisé la relation prédateur-proie en systématisant plutôt des perturbations à une fréquence, une intensité et une étendue plus grande que ce qu'on avait actuellement en forêt naturelle. Bon, ben là, comment ça atterrit dans ma cour après ça? Parce que c'est pas moi qui ai inventé cette compétition apparente-là. Je n'étais pas né quand Holt est arrivé avec 177. Mais on travaille à essayer de comprendre toutes les ficelles qu'il y a là-dessus. Avec mes collaborateurs de différents gouvernements, particulièrement le ministère Forêt, Faune et Parc, qui est maintenant aujourd'hui le ministère Environnement, Lutte au changement climatique, Faune et Parc, ben, on a capturé des caribous à travers les années dans différents secteurs. Fait que vous avez ici des exemples de caribous qu'on a capturés, des jeunes caribous de 2 jours, 36 heures qu'on a capturés pour leur mettre des colliers, des ours, des loups, on l'a fait avec des coyotes, on l'a fait avec des cerfs de Virginie, on l'a fait avec de l'orignal. Bref, on a essayé de capturer un petit peu tout le monde dans l'histoire pour caractériser puis aussi distinguer les impacts des perturbations naturelles, des perturbations anthropiques sur tout plein de facettes de l'écologie de ces animaux-là. Fait que, qu'est-ce que ça fait? Ben, regardez, vous voyez, là, on a eu la chance dans un tournage qu'on a fait avec, je pense que c'était la Semaine verte dans le temps. Ils sont loués un hélicoptère pour suivre notre hélicoptère de capture. Donc, on a des super belles images de ces captures-là. Vous avez ici un exemple de capture qui a été fait dans un autre territoire sur de l'orignal. Donc, on a capturé les prédateurs, les proies alternatives, le caribou. On a mis des colliers télémétriques à tout ce monde-là qui nous donnent une position dans l'espace à toutes les 2 heures ou à toutes les 3 heures. Puis, on fait la même chose avec des ours. Donc, un effort assez impressionnant qui a été fait de concert avec les techniciens et les biologistes du gouvernement du Québec. Puis, ben, on a mis ça dans la machine à saucisse, on a brassé ça fort, puis ça a donné tout plein de résultats que je vous présente ici. Ça, dans chacune de ces boîtes-là, il y a 2, 3, 4 projets d'études gradués qui ont été faits dans mon labo dans les dernières années. Il y a 80 étudiants qui ont passé dans l'équipe à travailler sur un petit bout du projet. Je ne peux pas vous parler de tout ça, mais j'ai toutes les diapos. Si vous avez des questions, on ira tantôt. Hein? Fait que j'ai juste choisi quelques petits blocs pour en parler avec vous autres, pour essayer de faire une histoire qui est cohérente. Fait qu'on va y aller avec des grands thèmes. Donc, les réponses comportementales aux perturbations, avec Caroline Heinz dans sa maîtrise. On a essayé de comprendre ce qui est la sélection hiérarchique des habitats. Donc, essentiellement, ce qu'on sait, c'est qu'un animal va choisir d'utiliser un secteur pour s'affranchir des facteurs limitants les plus importants. Par exemple, si je mets un collier télémétrique sur Catherine, je vais me rendre compte qu'elle passe 99,9% de son temps, donc peut-être dans son cas, 99% de son temps sur la terre ferme, 1% sur l'eau, en kitesurf d'habitude. OK? Mais l'eau représente pas mal plus qu'1% de la surface du globe. Ça veut dire que malgré ses prétentions de bonne nageuse, elle n'a pas de branchie, elle n'a pas de palme, elle thermorégule mal dans l'eau. Il y a tout plein de choses qui font en sorte que, et ça, c'est des facteurs limitants, qu'elle n'est pas aquatique, elle n'est pas un mammifère aquatique. Semi-aquatique, je te le l'accorde. Et donc, on peut commencer à descendre comme ça d'échelle spatiale en échelle spatiale pour identifier tous les facteurs limitants qui peuvent guider
l'utilisation de l'espace. Donc, ce qu'on a fait avec Caroline, c'est qu'on a dit, on va regarder les cartes écoforestières, puis on va trier ça en catégories. Les couples de moins de 5 ans, donc 5 ans après couple, de 0 à 5 ans après couple, de 6 à 20 ans, des forêts de 20 à 51 ans issues des couples, des forêts de 50 à 70 ans, 90 à 120, etc., etc. Puis, on va comparer. C'est de base, OK? Cette analyse-là, à date d'il y a déjà 15 ans, là, c'est de base. On va comparer la proportion de points télémétriques que l'animal a passé dans un habitat avec la proportion que cet habitat-là représente. Donc, si la barre verte est plus grande que la barre rouge, l'animal utilise davantage quelque chose que ça n'est disponible. On appelle ça de la sélection. Si c'est égal, il l'utilise autant. Puis si c'est plus bas, il l'utilise moins. On pourrait dire presque qu'il l'évite. Et qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit que les couples dans lesquels les orignaux se retrouvent le plus, les couples de 6-20 ans, OK, sont beaucoup plus utilisés que disponibles. Hein? Le caribou se garoche dans le risque. C'est bizarre, ça. C'est en tout cas, c'était pas ça à quoi on s'attendait. Mais dans les forêts de 20 à 50 ans, les caribous sont vraiment, vraiment beaucoup moins là que ce n'est disponible. On dirait qu'ils évitent ça. Puis qu'ils évitent aussi les forêts de 50 à 70 ans, qu'ils utilisent davantage les forêts les plus vieilles. Ça fitait avec la littérature. On essaie de creuser pour savoir ce qui se passe là. Puis quand on a zoomé dans notre aire d'étude pour aller voir de quoi ont l'air les forêts de 90 à 120 ans, l'image est vraiment merveilleuse. Là, je vais faire cette carte-là. Mais vous voyez que c'est des séparateurs de couple. En fait, ceux d'entre vous qui vous rappelez du RMI 96, le régime des normes d'intervention des forêts de l'État, on faisait une coupe, puis autour de ça, on laissait une petite bande de forêt de 60 mètres, ou 100 mètres si c'est un cours d'eau dedans. On faisait une autre coupe. Fait qu'on faisait de la dentelle. Puis on s'est dit, ben, ça n'a pas été créé pour le caribou, ce régime-là, mais on s'est dit, les caribous qui veulent aller dans leur habitat préférentiel, la forêt nature, sont systématiquement accolés à des coupes. Bon, il y a l'imprécision de mon GPS, mais il y a aussi le fait qu'à un certain moment donné, tu as une patte dans un habitat sécuritaire, tu as l'autre patte dans le garde-manger. C'est sûr que tu vas finir par y aller. C'est-tu si problématique que ça? On revient à ça tantôt. Avec David, j'ai choisi sa plus belle photo, on s'est intéressé à l'effet de la fragmentation des habitats. Donc, le fait de dire que les habitats, quand on fait de la coupe, on perd de la forêt nature pendant un certain temps, puis essentiellement, ça déconnecte des blocs de forêt. On s'est intéressé à ça en regardant qu'est-ce que les animaux font avec leur domaine vital. Savez-vous c'est quoi un domaine vital? Oui, non? Non. Donc, je capture Audrey en hélicoptère, on lui met un collier, on la relâche, à part. Puis là, si je circonscris tous les points où elle va, je peux faire un polygone autour de ça. Je vais choisir un crayon qui fonctionne. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup? Oh, yes, il fonctionne. Je peux faire un polygone autour de ça. Puis ça, je vais appeler ça un domaine vital. Ça peut être pour l'année, ça peut être pour un mois, ça peut être pour une saison. C'est à nous de décider. Et ce que ça fait, c'est que ça me permet de voir que, ce domaine vital-là, il a une certaine superficie, on va dire 10 km². Je peux regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis comparer ça avec un qui a 20 km². Puis regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est quand on utilise tous nos animaux, on voit que plus la densité de route augmente, plus les caribous augmentent la taille de leur domaine vital. Donc, c'est comme si je voulais éviter quelque chose. En fait, là, concevez-le comme si on regarde votre appartement versus votre lieu de travail versus l'épicerie. Si je fais en sorte que vous déménagez entre l'épicerie et le bureau, que votre pub préféré est à côté, puis que le gym où vous entraînez est là, puis la salle de cinéma est là, vous allez pouvoir vivre dans 1 hectare. Si subitement, je prends votre emploi, je le transfère à Ottawa, vous allez faire de la route, votre domaine vital va augmenter. Dans cette réflexion-là, plus les ressources sont concentrées, moins l'animal a avantage à se déplacer. Surtout pas une proie qui pourrait rencontrer des prédateurs. Mais on voit que quand on additionne des perturbations, on augmente la taille du domaine vital. C'est vrai avec les routes, c'est vrai avec les jeunes couples, c'est vrai avec les couples plus vieilles, c'est vrai avec les couples de 20 à 50 ans. Puis ça suit la littérature. Ce qu'on n'avait pas prévu, puis on essaie tout plein de modèles non linéaires, là, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'à un moment donné, ça culmine. Puis la proie, elle arrive à l'étape de dire hey, là, il me semble que je bouge beaucoup. La probabilité de rencontrer des prédateurs est là. Et ce qu'on voit, c'est que les animaux finissent par rediminuer la taille de leur domaine vital et se confinent dans des secteurs intéressants, mais ceinturés de perturbations. Fait qu'il y a comme un jeu de chat et de souris pour être capable de trouver ses ressources en évitant les risques. Avec Catherine, je vous parle de quelque chose parce qu'on a, avec les années, fait tout plein d'affaires. Catherine est en train de finir sa maîtrise. Puis, elle a produit, on a pris les données de peut-être 400 caribous au Québec pendant plusieurs années. C'est des millions de points télémétriques dans toutes les populations qui sont là. Puis, on a créé une carte. Moi, je suis un peu daltonien, fait que je la trouve vraiment lettre, mais Catherine a dit qu'elle est belle.
On a fait une carte, puis je pense que c'est mauve, là. En bas, là, c'est de la très, 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 très faible qualité d'habitat. En fait, ce que vous avez là, c'est des caractéristiques de forêt représentatives, de forêt de paysage représentatives de tout sauf un point télémétrique de caribou. Puis quand c'est vert foncé, c'est des caractéristiques où est-ce qu'on a toujours un point télémétrique de caribou. Et on voit cette rampe-là d'aménagement, OK, jusqu'à la limite nordique des forêts attribuables. Là, on voit qu'on a érodé, fragmenté en montant. Là, ben, nous, on a continué ça, on a fait de la connectivité fonctionnelle, puis tout plein de choses vraiment tripantes. Puis je n'ai pas le droit de vous en parler, les résultats sont sous embargo, les prochains résultats, là. Ça, ce bout-là, il n'est pas impliquant, mais on voit que plus on s'éloigne d'un chemin forestier, plus la probabilité de trouver un caribou augmente, et ça dans toutes les catégories d'habitat. Puis il y a des catégories d'habitat qui sont plus intéressantes que d'autres, comme les landes licanes, les vieilles forêts, il y en a qui sont moins intéressantes. Fait qu'on comprend quand même pas mal de choses, et ça, c'est à l'échelle pan-québécoise, puis plein d'autres graphiques sur l'effet de la longitude dont je n'ai pas parlé. Et bref, si on prend juste ça, j'ai enlevé à peu près 12 projets pour parler juste de ces deux-là. Avec toutes les données qu'on a, on est capable d'identifier les caractéristiques d'habitat intéressantes pour les caribous, celles qui sont évitées à différentes échelles. On a fait la même chose avec des prédateurs. Mais ça, c'est une réponse comportementale. Hein? Donc, essentiellement, je veux dire, si je fais ça, il y a des têtes qui se sont levées. Hein? Il y a un signal qui s'est passé dans votre tête. Il y a un stimuli. Je regarde le stimuli. Deux choix. Je saute par la fenêtre ou je me lève puis je me bats. Il y a tout plein de choses qui vont découler de ça. Puis si au final, c'est rien qu'un clown en avant qui raconte des histoires sur le caribou, on se calme, le rythme cardiaque redescend, on reprend nos notes, puis on continue à jouer sur notre cellulaire, ça va bien. Mais quand est-ce qu'une réponse comportementale implique un changement dans les taux vitaux? La mort de notre jeune, notre propre mort. À un certain moment donné, c'est là que ça devient intéressant pour relier ces choix comportementaux-là à des trajectoires démographiques. Fait qu'avec Christelle, on a fait quelque chose, on a contrasté les comportements de sélection d'habitat des femelles qui ont survécu, puis les femelles qui sont mortes. On fait ça avec plusieurs centaines de caribous, puis on s'est rendu compte d'une chose, il y avait un gros signal à quelque part. Quand on arrivait sur une femelle qui était décédée, puis qu'on était capable de reconstituer la scène, puis qu'on savait que c'était une mortalité par les prédateurs et non pas du scavenging, on s'est rendu compte d'une chose, en fait, c'est que il y a des femelles qui vivent dans des secteurs où il n'y a pas beaucoup de couples, il y a des femelles qui vivent dans des secteurs où il y a beaucoup de couples. Puis les femelles qui vivent dans les secteurs où il y a beaucoup de couples, si elles restent près des couples et qu'elles les utilisent beaucoup, ces femelles-là, elles étaient plus souvent mortes que vives. Alors que les femelles qui, même si elles vivaient dans un secteur où il y avait beaucoup de couples, s'éloignaient des couples, ne les utilisaient pas beaucoup, ces femelles-là survivaient. Fait que le gros contraste, en fait, entre les femelles qui y ont survécu et les femelles qui sont mortes, peu importe le niveau de couple dans leur domaine vital, c'était la réponse fonctionnelle dans leur utilisation de ça. Donc, on voit déjà, là, les couples, là, les caribous les évitent, mais ce n'est pas tous les caribous qui les évitent. Il y a un lien avec la survie. Donc, une coupe forestière, c'est un habitat risqué, mais c'est un garde-manger. Ah, imaginez ce que ce serait si, quand vous ouvrez le frigo chez vous, vous avez une chance sur 6 de mourir là. On aurait une autre vision du frigo, hein? Ben, c'est un petit peu ça l'enjeu présentement. Là où on leur offre la plus grande quantité de nourriture, c'est aussi là où on leur offre la plus grande quantité de risques. Avec Martin Leclerc, certains d'entre vous l'avez vu à l'SQBC en fin de semaine, Martin, il a fait quand il est sorti du bac, personne ne voulait le prendre à la maîtrise, hein, si les gens avaient su. Il est venu faire un DESS dans mon équipe, puis une maîtrise dans mon équipe, puis après ça, il était rendu tellement bon que tout le monde l'a pris dans son équipe. On s'est intéressé, nous, à la survie des jeunes. On a capturé des jeunes en hélicoptère, c'est vraiment capoté, mais j'ai pas le temps de vous en parler. Puis, on est allé voir ce qui se passait quand les jeunes mouraient, puis essayer de reconstruire les scènes d'accident et tout. Puis on s'est rendu compte de deux choses vraiment là, qu'on ne s'attendait pas. Ici, vous avez une courbe d'une fonction de survie. Donc ça, c'est 100% des individus qui survivent. Ici, tout le monde est mort. Puis ça, c'est des âges en jours. Et là, vous voyez, pour nos différents sites d'études puis nos différentes années, là, la vitesse avec laquelle la survie juvénile s'effondre. En fait, la survie était de 50% après un mois, puis 43% après 3 mois. C'est beaucoup trop bas. Beaucoup trop bas pour remplacer les individus adultes qui meurent de leur belle mort. On a déjà un bout du mécanisme. Là. Les caribous meurent trop, on le savait, mais là, les jeunes caribous meurent beaucoup. Puis qui les tue? Quand on regarde qui est les causes de la mort, pour celles qu'on a été capable de reconstituer, 53% des enfants qui sont morts ont été tués par des ours noirs. Les ours noirs étaient responsables de 75% des cas de prédation. C'était l'angle mort qu'on avait au début des années 2010. Au début des années 2010, là, on se disait, les caribous meurent en hiver, tu ne veux pas des loups. On va s'occuper des loups. Ce qu'on n'avait jamais vu en arrière de nous autres, c'est que les ours étaient là.
Tellement qu'aujourd'hui, des collègues avec qui je travaille sur le caribou migrateur s'intéressent à la progression vers le nord de l'ours noir. Les ours noirs sont dans les sites de mise bas, assis sur leur derrière une femelle en train de donner naissance qui ne touche pas la femelle. Ils attendent le petit steak tendre qui tombe à terre. Puis ça, c'est probablement les caribous qui vivent le moins longtemps. Donc, ça n'a aucun bon sens. Cet ours-là, il faut qu'on comprenne. J'ai tout un programme de recherche sur l'ours maintenant. Puis là, on s'est intéressé au comportement. Est-ce qu'il y a un lien entre le comportement de la femelle et la mort de son fan? Je vais dire tout de suite, là, le prochain graphique, là, si vous avez mal dormi, là, il est vraiment désagréable. Mais faites-moi confiance, on va le suivre ensemble. La probabilité qu'une femelle perde son fan par prédation n'est pas influencée par la composition de son domaine vital annuel. Fait que là où elle passe toute son année, là, ça explique rien dans la probabilité de mourir du jeune. Quand on regarde juste dans le domaine vital pendant le mois qui suit la mise bas, plus il y a de landes à lichen, vous savez, les peuplements forestiers de classe F, là, où vraiment ouvert avec un bout d'appui lichen au sol, plus il y en a dans son domaine vital de mise bas, plus la probabilité que le jeune survive est élevée. Tout de suite, là, je me permets un petit aparté. Là. Je suis vraiment contre la remise en production des landes à lichen pour contrer les accidents de régénération. C'est dans les derniers habitats qui nous restent pour des caribous. C'est un volet caribou seulement comme opinion. C'est lui le graphique. Il n'est pas facile, mais il dit à peu près la même chose qu'on a vu avec l'autre. Plus la proportion de couples de moins de 5 ans. Pourquoi moins de 5 ans? C'est les couples à ours noirs. OK? Plus la proportion de couples de moins de 5 ans augmente dans le domaine vital, on a des réponses complètement différentes entre les femelles qui les ont utilisées beaucoup, les femelles qui les ont pas beaucoup utilisées par rapport à la mort des jeunes. Donc, plus il y avait de couples, plus la femelle utilisait la coupe, plus la probabilité que son jeune décède était élevée. Donc, on voit une chose, c'est pas un catch-22 tout le temps. Là. La femelle, elle a la capacité de faire des bons choix puis des mauvais choix. Si elle va un peu dans le garde-manger, mais pas trop souvent, comme si moi je vais un peu dans le frigo le soir, mais pas trop souvent, je suis capable de m'en tirer. Si j'ai tout le temps la face dans le frigo, ça se pourrait que je ne vois pas le risque arriver. Vous me suivez? C'est ça qui se passe présent. Mais là, il faut éviter les loups, il faut éviter les ours. Avec Mathieu, qui est maintenant chercheur ici à Ottawa, à Environnement Changement Climatique Canada, on s'est dit, en prenant une bière, peut-être 2, on s'est dit, il faudrait essayer de comprendre comment ils se séparent de l'ours ou du loup. Connaissez-vous l'Odyssée d'Homère? Vous avez vu ce bon classique-là, l'Odyssée d'Homère? Hein? Ulysse qui est sur son bateau, qui arrive au détroit de Messine, puis là, s'il tourne à gauche, il rencontre Charybde, un monstre avec 12 têtes qui tue tout le monde. S'il tourne à droite, il rencontre Scylla, un monstre à 11 têtes qui tue tout le monde. C'est comme un genre de mauvais choix. Là. Ben, nous, on a décidé de faire un projet sur Charybde et Scylla en se disant comment les femelles peuvent réussir à faire des bons choix. Et que là, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu d'utiliser la carte éco-forestière, puis de dire, ben, ça, c'est une forêt de 30 ans, ça, c'est une forêt de 5 ans. On a dit, on va traduire ça avec toutes les données télémétriques qu'on a sur les ours et les loups en probabilité de trouver un loup ou de trouver un ours. Et quand vous êtes à gauche ici, la probabilité de trouver un loup est faible. Là, elle est élevée. Même chose avec l'ours, faible, élevé. Tous nos points là-dessus. Puis à notre grande surprise, il n'existait pas d'habitat dans notre aire d'étude où il y avait peu de chances de voir des ours, peu de chances de voir des loups. Il n'existait pas de site où tu étais sûr de voir les deux. Là, on ne comprenait plus. Là. Avant, on a décidé de mettre là-dessus les comportements moyens de nos femelles, puis contraster celles qui perdent leur fan de celles qui ne perdent pas leur fan. Et à notre grande surprise, les femelles qui se maintiennent au milieu, là où il y a peu de chances de perdre le jeune, là où il y a peu de chances d'avoir... Non, c'est pas vrai. Là où il y a moyennement de chances d'avoir des ours, puis moyennement de chances d'avoir des loups, ont gardé leur fan vivant. Les femelles qui ont dit, moi, je me claire du loup, sont tombées dans l'ours, ils ont perdu leur jeune. Les femelles qui ont dit, moi, je me claire de l'ours, sont tombées dans le loup, ils ont perdu leur jeune. Il faut marcher comme un équilibriste sur un fil de fer au centre. Charles Desjardins disait, ça prendrait des cours d'alphabétisation pour les orignaux dans une de ses chansons. Imaginez-vous là, la pression qu'il y a là-dessus. Ça ouvre la porte à plein de questions sur la pression évolutive, les façons de sélection, plein de évolution, mais c'est un autre affaire. Mais vous voyez qu'en fait, ici, ça veut dire qu'il y a énormément de configurations forestières qui sont favorables à un prédateur ou à l'autre, puis on demande au caribou de se faufiler entre les deux, c'est pas facile. OK. Qui est fidèle? Qui a été infidèle? Je ne parle pas matrimonialement parlant, là, je parle de la fidélité au site. Vous connaissez ça, la fidélité au site? Hein? Non, on ne rentrera pas dans vos vies privées et je ne vous partagerai pas la mienne. Là. Mais avec Alexandre, on s'est intéressé à la fidélité au site.
La fidélité au site, c'est le fait de connaître la distribution des ressources et des risques parce que vous revenez tout le temps à la même place. Le meilleur exemple, c'est par exemple votre appartement ou votre maison. Vous pouvez être capable de vous lever la nuit, les yeux fermés, vous rendre aux toilettes, vous ne cognerez pas les orteils sur le bord des cordes de porte, vous allez passer par le frigo sans même ouvrir les yeux et vous allez faire ça efficacement sans aucun bruit. Je vais vous poser la même question que je pose à mes étudiants gradués. Qui s'est déjà réveillé dans l'appartement de quelqu'un d'autre qu'il ne connaissait depuis pas beaucoup longtemps? Je suis seul. On est quelques-uns. Bon, avez-vous essayé de faire la même chose? Eh boy, tu pars. T'es sûr que c'est la chambre de bain? C'est la chambre du là. Là, tu cherches la toilette, tu cherches le frigo, tu cognes un peu partout. Vous ne connaissez pas la distribution des ressources et des risques. Vous êtes moins efficace. Il y a une hypothèse en écologie animale qui dit que la fidélité au site augmente la survie. Si vous connaissez la distribution des ressources et des risques, vous allez mieux éviter ça. Nous, on a dit, hey, on va tester ça avec nos femelles. Puis là, on a dit, on va regarder ça pour la mise bas, puis pour l'hiver. L'hiver, les femelles meurent de prédation par le loup. Pendant la mise bas, ils perdent leur jeune de prédation par l'ours. En hiver, la survie des femelles était négativement liée à la fidélité. Donc, en fait, les femelles infidèles à leur domaine d'hivernage de l'hiver précédent, donc les femelles qui s'en allaient utiliser un autre endroit l'hiver suivant, étaient moins prévisibles et survivaient mieux. C'est complètement l'inverse de ce que le modèle disait. Mais pour la mise bas, les femelles qui revenaient donner naissance le plus près possible de leur site de mise bas de l'année d'avant gardaient leur femme. Là, vous voyez des tactiques différentes entre la fidélité et l'infidélité. Entre la fidélité par rapport à un prédateur très abondant et très peu prévisible, qui est opportuniste, qui est l'ours, puis l'infidélité au domaine vital par rapport à un prédateur avec qui on a coévolué, le loup, puis qui, lui, chasse en meute de façon spécialisée. Et là, on voit là que, ça veut dire qu'il faut faire attention, puis il faut, oui, protéger des sites de mise bas, mais il faut aussi donner de l'espace d'habitat pour que les femelles, d'hiver en hiver, n'aillent pas au même endroit. D'autant que quel était le principal déterminant qui faisait diminuer la fidélité au site entre les années? C'était la fragmentation forestière des forêts matures. Donc, si on ne laisse pas des grandes patches d'habitat pour que la femelle soit capable d'être là cette année puis d'être là l'année d'après, pendant l'hiver, bien, on contraint les femelles à rester au même endroit puis de devenir facilement prévisibles pour les prédateurs. OK, avec Tyler, rapidement, vous avez peut-être entendu parler du modèle d'Environnement Canada qui dit que plus on augmente le taux de perturbation, plus la démographie des caribous s'effondre, puis ça a amené le sacro-saint 35 de perturbation. On entend ça partout. Hein? Ben, nous, on a testé cette idée-là. Ça, c'est un modèle canadien qui a été fait avec toutes les populations du Canada qui étaient suivies, un point par population. Nous autres, on a dit, un point par population, il y a beaucoup de change entre une population Saskatchewan et au Québec. On va essayer de voir si ce modèle-là ne tient pas au sein même d'une population dans le temps. On s'est attardé à 3 populations du Québec, populations dans lesquelles on a vu une augmentation importante de la quantité de perturbations dans le temps, que ce soit par les coupes, que ce soit par les chemins. On était capable de voir le curseur se tasser vers la droite. Et qu'est-ce qu'on a vu, en fait? Oui, les taux de perturbation augmentent rapidement, mais on retrouve le même modèle que le modèle d'Environnement Canada. Donc, pour une même population, dans ce cas-ci, une même couleur, plus on pousse la quantité de perturbation dans l'aire de répartition de la population, plus on a une démographie déclinante. Puis, on trouve des seuils propres à chaque population qui correspondent toujours à une fourchette d'incertitude entre 35 et 45 %. Bon, il me reste à peu près 45 projets de maîtrise puis de doctorat dont je ne vous ai pas parlé. J'en reviendrai. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces résultats-là? Est-ce qu'on est capable d'ajuster, là on tombe dans la conservation et l'aménagement, est-ce qu'on est capable d'ajuster la manière avec laquelle on gère le caribou et son habitat? Bien, moi, je pense qu'il y a 4 grandes voies de succès devant nous. Okay? Adapter nos pratiques de récolte forestière, modéliser l'efficacité des stratégies de rétablissement, protéger les dernières parcelles d'habitat, puis réparer, en toute conscience, celles qu'on a perturbées. Puis je vais essayer d'y aller rapidement. Avec Marie-Audrey, c'est sur le caribou de la Gaspésie, mais on peut faire certaines inférences vers le caribou forestier. Le caribou de la Gaspésie, de toute façon, est un caribou des bois
reclus sur le sommet des montagnes, mais qui a un comportement qui peut s'apparenter au caribou forestier. Avec elle, on est allé dans toute une série de sites, aménagés avec différents types de traitements forestiers avec le temps, le long d'un gradient d'intensité de prélèvement ligneux. Là. Puis on a comparé ça avec des forêts matures, puis on a dit on va essayer de voir s'il y a des caractéristiques qu'on reconnaît comme étant propres au caribou. On a mis ça dans un beau graphe multivarié que vous avez ici. Puis, grossièrement, là, vous pouvez voir le premier axe comme étant un axe de densité. Plus on s'en va vers la droite, plus la densité du couvert forestier est importante. Plus on s'en va vers le haut, plus on passe d'un régime plus feuillu mixte vers un régime purement résineux. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que nos traitements forestiers se distribuent très bien. On a les forêts ici témoins, les forêts matures non coupées. On a la CPRS à l'autre extrémité. On a différents types de traitements, peut-être un petit peu moins invasifs. De l'éclaircie commerciale, du maintien de certaines tiges. Donc, quelque chose qui prélève du bois, oui, mais qui maintient un couvert de forêt. J'en parle parce qu'à l'intérieur de ça, là, vous allez me dire, ouais, mais si je veux le même volume avec une éclaircie commerciale, il faut que je couvre plus de territoire, je fasse plus de chemin. Ça, c'est parce que vous acceptez le paradigme qu'on est obligé, dans un secteur à caribou, d'assurer la récolte du même volume. Mais peut-être pas. Peut-être qu'on a une manière d'avoir une activité économique minimale dans certains secteurs, puis de faire un aménagement différent ailleurs. Donc, quelque chose que, me semble un gars, je dis, avec l'aménagement intensif puis extensif. C'est pas de la triade, ça? Ça fait pas genre 25 ans que Christian parle de ça? Donc, il y a moyen peut-être de moduler pour ne pas travailler mur à mur dans le Québec avec la même recette. D'autant que les caractéristiques qu'on retrouve dans ce graphe-là nous montrent les oppositions qu'on a entre des caractéristiques très connues dans nos analyses pour être propices à l'ours, au loup, au coyote, à l'orignal et au caribou. Deuxièmement, il y a une couple d'années, en fait, c'était Luc Blanchette qui était ministre. Peut-être que certains d'entre vous vous rappelez de ça. Un moment donné, il a dit, on va prendre les caribous de Val-d'Or, on va les envoyer au zoo de Saint-Félicien. Les plus âgés d'entre vous, ça vous rappelle quelque chose? Puis il a dit, j'ai un rapport là-dessus. Moi, j'ai des antennes. J'ai des gens que je connais. J'ai dit, je veux le rapport. On a fait des demandes d'accès à l'information pour finalement apprendre qu'il n'y en avait pas de rapport, mais que les fonctionnaires venaient de recevoir la commande d'en écrire un. Et on a dit, écoutez, là, il existe un outil super puissant qui s'appelle l'analyse de viabilité de population. Je venais d'en publier une pour le caribou de la Gaspésie. Je dis, il faut comparer des scénarios avant de prendre une décision pour essayer de voir qu'est-ce que la science nous laisse comprendre. Vers quel scénario on aurait peut-être plus de chances de succès. Parce que là, le ministre Blanchette, il disait, écoutez, il n'y a rien à faire pour le caribou. À Val-d'Or, c'est impossible qu'on les garde là, mais si on les envoie aux autres Saint-Félicien, ils vont bien vivre. Vous comprendrez qu'avec la levée de bouclier des gens qui travaillent sur le caribou, les caribous sont restés à Val-d'Or, ils sont pas allés aux zoo Saint-Félicien. Pourtant que le zoo devait contrevenir à une règle éthique des jardins zoologiques pour être capable de les accepter. Mais pendant ce temps-là, nous autres, on a travaillé sur une plateforme avec mon buddy dans l'Ouest canadien, Chris, sur une plateforme qui est hyper facile d'utilisation pour être capable de dire qu'est-ce qui se passe si tu enlèves 80% des ours, si tu diminues la quantité d'orignaux. Puis là, ici, c'est l'exemple de la population de caribou de Charlevoix. Puis là, nous, on a remis ça au gouvernement du Québec en disant c'est vraiment capoté comme outil, essayez ça. Puis entre-temps, la population de Charlevoix, elle est passée de 75 à 17 individus qui sont maintenant tous dans un enclos comme les caribous de Val-d'Or. Puis l'outil n'a pas été utilisé. Bon, c'est plate, mais ça, c'est des outils que les scientifiques peuvent fournir au gouvernement pour dire qu'il y a peut-être moyen de réussir à faire de quoi. Protéger les dernières parcelles d'habitat, écoutez, ça, c'est un modèle de qualité d'habitat qu'on a développé pour le Québec en entier. On a fait exprès de descendre jusqu'à Montréal pour voir. C'est un modèle de qualité d'habitat basé sur des opinions d'experts et validé avec des données indépendantes. Puis on voit là, qu'en rouge, c'est des habitats qui sont très, très peu probables et peu propices pour un caribou. Puis en bleu, c'est très bon. Puis on voit, vous voyez le parc de la Gaspésie ici, vous voyez même la route 299 qui passe en avant du gîte. Vous voyez certains parcs nationaux dans la région de Québec. Puis vous voyez au sud de la limite nordique beaucoup de très bons habitats. Bref, ça, c'est un outil qu'on a développé de concert avec Christian au gouvernement du Québec. Puis c'est un outil qui est beaucoup utilisé. C'est assez simple d'utilisation. Ça nous permet d'identifier qu'est-ce qui est bon. Puis surtout, techniquement, de faire de quoi avec ça. Mais qu'est-ce qu'on garde quand on veut garder de quoi pour le caribou? Avec Rémi, qui était mon premier étudiant gradué, on a fait une analyse de ce type-là en contrôlant tout plein de choses autour. Là. Puis, on s'est rendu compte que si on voulait que la probabilité qu'un bloc de forêt soit utilisé, que cette probabilité-là soit élevée,
ben, ça nous prenait des superficies assez grandes, 800 km² et plus. Puis, à l'époque, on maintenait 50 à 250 ou à 200 km². Puis on disait, ça, c'est un bloc à caribou, on le laissait là. Donc, 50 à 200 km², on avait moins d'une chance sur 5 que ce soit vraiment utilisé pour le caribou. Ça a vraiment fait du bruit, cette étude-là. Parce que je chiale fort, puis je crie longtemps, mais ça fait du bruit parce qu'après ça, on a commencé à réfléchir à des aires protégées de 5 000, 8 000, 10 000 km². Puis là, vous en avez une de 10 000 km² qui vient d'être créée, la réserve des caribous Manoine, 10 000 km². Enfin, une aire protégée, non pas juste un petit bloc de forêt qu'on reviendra récolter quand la forêt adjacente aura 3 mètres de hauteur. Protéger les dernières parcelles d'habitat, ben c'est ça c'est l'article qui vient de sortir, je pense, ça fait... en fait, il n'est pas sorti encore, il est accepté, il est sous presse, on a eu des épreuves. C'est une analyse qu'on a fait à l'échelle du Québec pour identifier les meilleurs secteurs pour faire donc les meilleurs candidats, les aires protégées candidates pour le caribou. Puis finalement, ben, c'est cette aire protégée-là ici. Ça, c'est ce que nous, on a proposé, 15 000 km². Ça, c'est ce que le gouvernement a accepté, 10 000 km², mais c'est quand même 10 000 km². Et ça n'a pris que 7 ans. Bon. Avec Sarah Baudouin, une étudiante au DOC, mettant à l'Office français de la biodiversité en France, on a identifié une aire protégée ici qui avait le potentiel de maintenir les conditions propices au mouvement des caribous, à la connectivité fonctionnelle, malgré les changements climatiques. Donc, c'est dans un projet Uranos. On a publié ça il y a un petit bout de temps. Puis, ce que je trouve le fun, c'est que cette aire protégée, elle n'a pas exactement le même contour, mais elle existe maintenant. Depuis 18 mois, on a une aire protégée ici qui agrandit l'habitat du caribou de la Gaspésie. Restaurer l'habitat perturbé, bien, avec Sarah aussi, on a identifié que une des meilleures manières de maintenir des habitats connectés intéressants pour le caribou, c'était pas de tirer sur la tête des épinettes nécessairement, c'était juste de commencer à fermer les chemins forestiers puis à les restaurer pour arrêter de les utiliser comme des autoroutes pour les prédateurs. Je fais un projet dont je vais vous parler, je n'ai pas le temps, là, parce qu'Audrey me fait des signes, mais on a étudié avec l'ours, avec le loup, avec le coyote, leur utilisation des chemins forestiers, puis on s'est rendu compte qu'essentiellement, c'est le gros enjeu, OK? Donc, avec Rebecca, on a fait un projet avec la Première Nation Innu des Spit, puis on a caractérisé la végétation puis l'utilisation par la faune dans différents traitements. Des chemins qui ont été fermés juste en mettant des gros blocs et en faisant des tranchées, des chemins qui ont été déstructurés à la pépine, des chemins qui ont été, c'est toujours additif, là, fermés, déstructurés et reboisés avec des tiges d'épinette. Puis, le traitement enrichi, donc fermé, décompacté, planté, puis on a enrichi la base des plants pour être capable de leur donner une chance de croître plus vite. Puis on a comparé ça pendant 2 ans. Donc, après 5 ans, ben, les chemins qui étaient les plus utilisés pour les caribous étaient les chemins plantés. C'était les chemins où on avait plus une dominance d'épinettes noires dans la régénération. Les chemins enrichis aussi avaient une dominance d'épinettes noires, mais il y avait beaucoup plus d'herbacées. Puis il y avait beaucoup plus d'ours qui s'en allaient là aussi. Les ours étaient majoritaires dans les secteurs décompactés, parce que c'est là aussi qu'en décompactant les sols, puis là, c'est pas moi qui vais apprendre ça des gens comme vous autres, là, essentiellement, c'est des essences qui sont un peu rudérales, des essences qui sont beaucoup plus propices à coloniser ces secteurs-là, qui se réinstallaient. Puis, bon, l'orignal était moins présent dans le secteur planté, puis le loup était moins présent dans le secteur planté aussi, essentiellement parce que la régénération était moins. C'est un super beau banc d'essai pour essayer d'orienter la réflexion sur la fermeture des chemins et leur reboisement. Puis des chemins forestiers au Québec, hein, qu'on a 400 000 km². C'est faire plusieurs allers-retours entre la Terre et la Lune juste sur les chemins forestiers du Québec. Fait qu'on a quand même de la place. Ceux que ça intéresse, les papiers à Rebecca sont là, puis les papiers à Fabien aussi sont là. Lui, elle était en restauration active, lui en restauration passive, mais je voulais vous mettre juste parce que le titre, je trouve le titre vraiment cool. C'est mon idée de titre, puis c'est rare que j'impose un titre à un étudiant, mais il l'a trouvé vraiment cool aussi. Fait qu'on se garde, on fait ça. OK. Rapidement, changement climatique, parce que c'est l'éléphant dans la pièce. Hein? J'ai rencontré plusieurs ministres, plusieurs sous-ministres dans les 15 dernières années, puis ils m'ont tous dit, ça sert à rien de s'en occuper, le caribou va disparaître. De toute façon, pour des changements climatiques, on l'a testé avec l'INDIS, une plateforme de simulation. On a testé différents scénarios climatiques, climat actuel, RCP 2.6, 4.5, 8.5, là, des scénarios de forçage climatique qui donnent des hausses de température. On a regardé qu'est-ce qui se passait sous différents scénarios de coupe historique, donc ce qu'on fait déjà, 50% moins de coupe, 100% moins de coupe, juste une preuve de concept, juste pour voir l'effet que ça peut avoir. Puis on a regardé ça sur différentes variables de qualité d'habitat pour le caribou. Et ce qu'on a dans cet article-là, qui est sorti dans Science of Total Environment récemment, bien, on a en fait
des exemples de comment les caractéristiques de forêt changent sous différents scénarios de forçage, sous différents, ici, régimes de coupe, pas de coupe, 50% de coupe, 100% de coupe. Puis on voit que il y a des influences sur la quantité de feu, la quantité de coupe, la quantité de conifères. C'est pas ça le bout qui est intéressant dans l'article le plus. Ce qui est le plus intéressant, c'est sur la qualité d'habitat du caribou. Plus intéressant, du moins, pour la conférence d'aujourd'hui. On voit une chose, plus les scénarios climatiques sont modélisés dans des scénarios sévères, plus la qualité d'habitat du caribou diminue. Ça, c'était attendu. C'est surtout les régimes de feu qui vont impacter la qualité d'habitat du caribou dans certains secteurs du Québec. Puis, on est capable de réussir à maintenir des bons habitats dans certains secteurs en modulant la quantité de coupe forestière qu'on fait. Mais le plus intéressant, c'est ça. L'effet des changements climatiques va surpasser l'effet de la coupe forestière après 2080. D'ici 2080, là, c'est la coupe qui gère tout le signal sur la modulation de la qualité d'habitat du caribou. La première étude dans Science of the Total Environment, on l'a faite dans le cœur du Lac-Saint-Jean. Ici, on l'a faite dans tout le Québec. Puis ce qu'on se rend compte dans ces deux études-là qui peuvent vous intéresser, c'est qu'il nous en reste du temps pour être capable de réconcilier l'émission. On a fait la démonstration avec ça qu'il y a encore des secteurs qu'on peut garder, maintenir pour le caribou. Puis d'ailleurs, on ne veut pas garder du caribou partout. Il faut bien qu'on soit conscient de ça, là. On ne veut pas mettre le Québec sous cloche de verre. Il y a des secteurs où on peut le faire. Je termine en vous présentant cette super photo de ma maison, prise par le commandant Chris Hadfield dans la station internationale, la station spatiale internationale. Hein, ben, moi, j'habite dans le coin de Rimouski. Mon site d'études préféré ici est en Gaspésie, le parc de la Gaspésie. Je voulais vous le montrer parce que quand on s'éloigne du débat, puis qu'on prend le temps de regarder quelque chose à tête reposée, c'est fou comment c'est plus calme et c'est plus tranquille. Quand on arrête de se crier après puis on se parle, il me semble qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. Mais est-ce qu'on doit conserver le caribou? Puis ça, c'est une question que j'ai amenée pour vous autres, les étudiants après-midi. Je vous donne un début de réponse. Est-ce qu'on a le droit de rouler à 150 km/h en état d'ébriété dans une zone scolaire pas attachée? Non. Pourquoi? Pour la sécurité. Juste pour la sécurité. Ça se surveille à soi. Ça se surveille à soi, mais de façon très pragmatique parce que c'est la loi. Hein? Le policier, tu dis, je me sens pas en sécurité. Oui, mais c'est la loi. Qu'est-ce qui se passe si on peut choisir les lois qu'on suit, celles qu'on ne suit pas? Moi, subitement, la loi sur les impôts tente moins. Elle, je ne vais pas la prendre. Pas comme chez Subway, je prends cette loi-là, pas celle-là. Vous voyez l'enjeu? Le caribou forestier, le caribou de la Gaspésie, c'est des espèces légalement désignées. Le caribou forestier est une espèce menacée, selon la loi sur les espèces en péril. Le caribou de la Gaspésie est en voie de disparition, le stade le plus précaire qui existe avant l'espèce éteinte. Il y a à peu près 435 études ce matin, là, quand j'ai refait la recherche avant de venir vous voir, 435 études publiées sur les impacts des perturbations sur l'habitat de rangifères tarandus à travers le monde depuis 1989. Je pense que contrairement à la prétention de M. Blanchette, on sait. On sait que c'est les perturbations anthropiques qui ont des effets, oui, cumulés aux perturbations naturelles, cumulés au changement climatique, mais essentiellement, on sait. Puis on sait comment faire, puis on sait comment mesurer le succès de nos opérations. L'aménagement forestier intensif dans les secteurs habités par les caribous compromettent littéralement la survie du caribou, puis le statu quo n'est pas une option, d'autant que dans la loi sur les espèces en péril, nul ne peut, de façon consciente, altérer l'habitat essentiel d'une espèce désignée. Nul, c'est pas mal tout le monde. C'est un peu étrange de voir qu'on légitime une activité économique en contrevenant à la loi. Ça, c'est un autre débat. Il faut protéger les derniers habitats qui nous restent pour le caribou au sud de la limite nordique. Il faut basculer vers l'écologie de la restauration, puis protéger et réparer les erreurs du passé. On ne fera pas ça sur le Québec en entier. Je ne verrai pas de caribou au sud de Rimouski ou au sud de Montréal dans 15 ans. Là. Il y a des secteurs où on en a, puis on peut les maintenir pour nous autres, pour tous les rôles que le caribou peut jouer à quelque part dans les maillons de cette biodiversité-là puis du fonctionnement des systèmes, pour respecter les Premières Nations, pour qu'il y ait des valeurs culturelles importantes. Parce que c'est beau. Un caribou, quand même. Si ça vous intéresse, on s'est fâché il n'y a pas longtemps. Je me suis pas mal fâché quand j'ai vu la commission indépendante sur les caribous arriver, d'autant qu'il n'y avait pas de spécialiste du caribou dessus. Mais on a écrit un mémoire, conjointement, c'est rare que ça arrive.
le Centre d'études de la forêt, le Centre d'études nordiques, le Centre des sciences de la biodiversité. On était 8 co-rédacteurs, tous qui travaillons sur le caribou. On a fait co-signer ça par une cinquantaine d'autres personnes. On est 60 scientifiques à avoir co-signé ce rapport-là. Et savez-vous quoi? Ça a marché. Il y a plus de 20 du rapport final de la commission qui est tiré presque intégralement de notre mémoire. Je pense que ça marche. Maintenant, il faut qu'on voit à le mettre en œuvre, à le mettre en place. En terminant, je veux remercier tous les collaborateurs proximaux avec qui je travaille. Et je pourrais en rajouter 2 autres slides comme ça. Ça, c'est les gens avec qui j'ai vraiment co-supervisé plusieurs étudiants. Il y en a qui sont partis à la retraite. Il y en a d'autres qui vont s'ajouter, je l'espère, dans l'avenir. Ça, c'est une fraction des étudiants gradués dont les projets sont dans la conférence d'aujourd'hui. Encore une fois, il y en a beaucoup plus que ça. J'aurais pu vous parler 6 heures, mais bon. Fait que je vous remercie pour votre attention. Ça, c'est notre salle de réunion département chez nous. C'est quand même cool. Je vous remercie les organismes subventionnaires, nombreux, qui financent mes études. Je vous remercie pour votre attention. Je suis à répondre ce soir. J'ai tout le temps pour des questions. On peut prendre des questions pour les questions dans le cours cet après-midi. Regardez vos questions tantôt. Et on aura la chance d'en parler longtemps. En profondeur. Donc, est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Oui. Est-ce qu'il y a des fois en ce moment comportement d'utilisation des sources et l'utilisation du sang-point et la gestion des eaux? Oh, ça, c'est une question super importante. Je sais vers qui t'amener. Moi, je n'ai pas la réponse. Mais plus j'étudie l'ours, plus que j'ai comme 315 ours avec des colliers télémétriques un peu partout depuis quelques années, là, plus j'étudie l'ours, plus je suis fasciné de voir un animal hyper flexible, hyper plastique, qui fait il tire profit d'à peu près tout. Fait que je te dirais qu'il y a certainement des ours qui le font. Quand on a commencé à chercher pourquoi il y avait des ours qui tuaient des caribous, on s'est rendu compte d'une chose. Je trouve dans le sang des ours, dans le poil des ours, ou dans les fesses des ours, des traces de caribous, dans à peu près moins de 1% des ours. Puis 75% des caribous tués en bas âge sont tués par l'ours. C'est un enjeu de densité. Si c'est un ours, la probabilité que tu vois un caribou est très faible. Si c'est un caribou, la probabilité que tu vois un ours est très élevée parce qu'il y a beaucoup d'ours. Mais ce n'est même pas tous les ours. Les femelles avec des jeunes, jamais de traces de caribou dans leur sang, dans leur poil ou autre. Les gros mâles, matures, dominants, âgés, c'est eux qui mangent du caribou. Puis même pas tous les autres. Il y en a un là-dedans qui a trouvé que c'était plus le fun que d'autres. Fait que la plasticité dans l'expression des comportements de quête alimentaire de l'ours m'amène à dire qu'il y a certainement une manière de répondre oui à ta question, puis une manière de répondre non à ta question. Il faut juste identifier quel segment de population, quelles autres familles de traits peut-être peuvent expliquer le fait que certains ours sont vraiment, vraiment des grands consommateurs de ça. J'ai des collègues dans l'Ouest canadien qui travaillent avec ça sur l'ours brun. Pour l'ours noir au Québec, la pression sur le saumon, je ne la connais pas. Mais ça, écoute, d'autres clowns comme moi qui doivent savoir ça. C'est juste les prochaines questions, les gens. Oh, parfait. C'était s'il y a un lien entre le comportement de l'ours et la diminution des populations de saumon. Mais il y a d'autres choses sur le saumon. Hein. Catherine pourrait en parler, là, certainement. Là, il y a d'autres choses sur le saumon attachées à tout leur cycle de vie assez complexe entre les eaux douces et les eaux salées. Oui? Est-ce que tu sais s'il y a des interactions entre les femelles lorsqu'elles font un choix pour la mise bas? Est-ce que. Non. Oui, je le sais. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce qu'on a, il y a 2 grandes stratégies chez le caribou, spacing out, spacing away. Là. Donc, les caribous migrateurs, par exemple, s'en vont ensemble loin de donner naissance. Les caribous montagnards montent souvent ensemble vers les sommets pour donner naissance loin des prédateurs. Les caribous forestiers, les autres, ceux qui sont dans la forêt, on dirait là, que tu as échappé un paquet de billes à terre. Ils se dissolvent dans le système pour devenir peu prévisibles. Elles retournent majoritairement vers leur site de mise bas. Puis j'en ai pas parlé de ça, mais le principal facteur qui influençait le fait qu'une femelle se tassait de son site de mise bas précédent, c'était la coupe forestière, puis les chemins forestiers. Mais donc, elles deviennent excusez, là, il y a un effet de révolution. Élusives, elles deviennent vraiment là, séparées loin les unes des autres.
Fait c'est moins cohésif. Puis il faut comprendre une chose, là, dans certains secteurs d'études où je travaille, il y a un caribou par 100 km². Il y a un rhino par 10 km². Puis il y a un cerf aux 4 km². Dans certains cas, plus que ça. Donc, ça vous donne une idée de la fluctuation spectaculaire de l'échelle. Il n'y a pas de prédateur qui peut dire vraiment, là, moi, je marche en ligne droite jusqu'à temps que je mange un caribou. Il faut vraiment que les patrons de sélection switch, puis j'ai des projets sur le loup qui montrent là, vraiment un switch complet du patron de chasse du loup entre l'orignal et le caribou sous certaines conditions. Mais les femelles, vraiment, elles se redistribuent là, dans le caribou forestier, là, loin les unes des autres. C'est pas coordonné. Il y a beaucoup de phénologie, beaucoup d'implications phénologiques. Les femelles, elles vont... c'est une période où elles sortent une grande disette de protéines. Elles vont vraiment s'en aller en surfant sur les opportunités alimentaires. Puis après ça, elles s'installent dans le site le plus pauvre qu'il n'y a pas de bouffe pour donner naissance, pour attirer personne d'autre. On pensait qu'elles allaient s'en aller dans des sites nourriciers. Tantôt. Oui. Les gens font des levées de boucliers pour sauver une quinzaine de cerfs de Virginie à Longueuil. Qui surabondant. Puis, on ne fait rien d'une espèce qui est au bord du précipice. Est-ce que, tu peux t'expliquer pourquoi? Puis, est-ce que tu penses que ça pourrait être une option intéressante de mieux sensibiliser la population, puis d'embarquer la population? La politique est centralement portée sur l'opinion publique. Là. Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire avec toutes ces émotions-là, puis c'est la socio-écoute, finalement? Oui, et on a besoin de gens qui, comme toi, sont capables de rallier les gens, puis aussi en fait, on a besoin de rationnel, on a besoin de sortir de l'émotion. Puis présentement, on est dans un scénario de polarisation. C'est une super belle BD qui est sortie dans, je sais pas, la presse, je pense. Un BD reportage dans lequel je suis sur le cerf de Virginie de Longueuil. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment rigolo, cette histoire-là, parce qu'on l'amenait, cette réflexion-là. J'ai reçu des menaces à la maison. Mon numéro de téléphone est privé maintenant parce que il y a des gens dans le débat du cerf de Longueuil qui prenaient ça à cœur au point de menacer des gens. Ça, c'est terrible, cette histoire-là. Mais en même temps, je pense qu'on protège ce qu'on aime, on aime ce qu'on connaît. Puis, donc, loin des yeux, loin du cœur. Oui, les gens dans la couronne de Longueuil, pour eux, là, c'est peut-être un fragment de lumière dans les temps de leur marche, dans leur journée, puis voir un cerf, puis tirer un bout de pain. C'est vrai que c'est beau. Il y a un gros syndrome Bambi là-dedans. Là. Les gens font pas nécessairement ça avec un rat ou avec un cricket. Là. Mais avec un cerf, c'est beau, c'est près de nous, phylogénétiquement parlant. Les caribous, là, qui ici a déjà vu un caribou? Pas dans un zoo? Pas en Gaspésie? Hein? Vous voyez, là? Fait qu'imaginez que vous êtes des gens intéressés par la nature, vous travaillez en sciences environnementales. Imaginez si on s'en va centre-ville de Toronto, quand je donne une conférence à Animal Behavior Society, là, puis que je demande qui a déjà vu un caribou. Là. Les gens, ils ne savent pas. Fait que là, après ça, qu'est-ce qu'on a? On a un giga débat urbain-ruraux. Puis après ça, quand on approche du problème, on a un débat où est-ce qu'on a dit tu vas perdre ton travail si je protège le caribou. Puis ça a été une machine qui a été très bien huilée. Là. Rappelez-vous que le premier ministre Couillard, en campagne électorale, a dit on ne sacrifiera pas un emploi pour un caribou. Ce ministre qui vivait à Tremont s'est fait élire où? Au Lac-Saint-Jean, dans une contrée forestière, avec comme adresse son chalet de pêche au saumon. Son chalet de pêche. Je disais, on a des gens qui nous ont, dans les médias, talonnés à dire soit des faussetés, soit des prises de position hyper intransigeantes comme celle du premier ministre. J'ai eu des bras de fer avec le ministre Dufault. Peut-être que certains sont au fait de ça. L'ex-ministre Dufault, ça se voulait en tout respect, mais ultimement, je ne pouvais pas accepter que quelqu'un dise à la population, avec le micro qu'il avait, des choses qui ne sont pas vraies. Tout comme j'ai écrit au ministre, pas au ministre, mais à Yves-François Blanchette, le chef du Bloc, le soir de son entrevue, pour dire, écoutez, ce que vous dites, c'est pas vrai. Que vous disiez, en tant que responsable du Bloc, je ne veux pas voir Ottawa prendre une décision au Québec pour une compétence qu'on juge de juridiction provinciale, c'est une chose, mais dites pas qu'on n'a pas de science là-dessus. C'est une des espèces de cervidés les plus connues des 10 dernières années. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de spécialistes comme toi
C'est pour ça qu'on a besoin de têtes brûlées comme moi qui acceptent d'aller dans les médias. Je ne refuse presque jamais une demande d'entrevue parce que je me dis qu'il faut faire contrepoids à ça. Il faut que moi, j'aimerais ça, là, si on veut sacrifier des caribous, j'aimerais ça qu'un élu dise, écoutez, on a un consensus scientifique hallucinamment fort qui nous explique tous les tenants et les aboutissants, mais on fait le choix en tant que société d'aller par là. Puis si après ça, il est réélu, si après ça, Ottawa n'applique pas sa loi des espèces en péril chez lui, si après ça, il ne se fait pas poursuivre par les Premières Nations, fair enough, mais pas de dire qu'on le sait. Puis moi, là, j'aimerais ça, là, que quelqu'un, quelque part, qui a une compétence que je n'ai pas, quantifie le niveau d'activité économique qu'on peut générer pour restaurer. La personne qui opère la machinerie lourde pour créer le chemin, elle peut opérer la machinerie lourde pour refermer le chemin. Elle ne va pas perdre son emploi. Son employeur va changer, par contre. Mais elle peut travailler. On peut générer de la richesse à faire travailler les gens en forêt. La personne qui reboise une coupe forestière pour le bénéfice futur de l'industrie peut reboiser un chemin forestier. Okay? Donc, on peut faire travailler des gens. Mais tant qu'on va lever la menace de vous allez tous perdre vos jobs, hein? Un caribou, 31 emplois, 9 millions de dollars. Eh boy! J'ai essayé de savoir c'était quoi qu'il y avait en arrière de ce calcul-là, puis on ne l'a jamais trouvé. Les méthodes ne sont pas publiques, puis quand tu fouilles dans les annexes, tu reviens à un article de journal où un journaliste avait dit qu'on allait probablement perdre 9 000 emplois. Quand on parle aux journalistes, il n'y a pas de chiffre à mettre derrière. La science reproductible, ça serait le fun qu'on ait le même niveau de clarté des deux côtés. Puis ça serait le fun qu'on essaie d'agiter des épouvantails. On ne regardera pas du caribou partout. Vous l'avez vu là, sur la carte du Québec, là. Pour ceux d'entre vous qui ne venez pas d'ici, là, je vais vous montrer quelque chose. C'est important que vous le sachiez. Là. Je sais qu'il y a des étudiants peut-être étrangers ici, mais j'y arrive. Quand on a fait le modèle de qualité d'habitat avec Mathieu, puis qu'on l'a graphé sur le Québec en entier, la réflexion qu'on a eue, ça a été de dire pourquoi on ne le fait pas juste en forêt boréale? Bien, on va le faire partout parce qu'il y avait du caribou dans tout ça ici. Il y avait du caribou là, jusqu'ici, il y a 150 ans. Puis j'ai une de mes étudiantes, je ne vous ai pas présenté ça, mais qui a modélisé la niche climatique du caribou. Puis le recul vers le nord du caribou, à cause des changements climatiques, c'est seulement 100 km sur les 620 km de recul vers le nord. Fait qu'en fait, là, il y avait du caribou ici. Dans les archives, là, derrière Rimouski, là, 1935, on chassait du caribou là. En Beauce, on chassait du caribou en 1915. C'était des habitats à caribou, mais on a systématisé l'occupation du territoire, puis on l'a fait reculer. Puis c'est correct, c'est arrivé, là. Fait qu'on ne va pas remettre du caribou partout non plus, là. On va continuer à avoir de l'aménagement forestier. On peut avoir dans un modèle, comme un modèle de triade, peut-être des zones qui vont être dévolues à générer de la richesse avec des produits ligneux directs. D'autres où est-ce qu'on va être un petit peu plus, on va lever le pied un peu, puis d'autres où est-ce qu'on va essayer de garder du caribou. Mais je veux dire, on ne peut pas juste pousser le caribou au bord de la limite nordique, là. J'ai siégé sur le comité de la limite nordique qui a redéfini cette limite-là pendant plusieurs années. On a siégé ensemble. Puis l'habitat, l'autre bord, c'est pas de l'habitat à caribou forestier, c'est vraiment de l'habitat plus représentatif du caribou migrateur. Fait que moi, quand j'entends un élu dire la limite nordique protège 90% de l'habitat du caribou, c'est une bonne manière, c'est Laurent Lessard qui avait commencé ça comme ministre, une bonne manière de twister la chose parce qu'il y avait du caribou partout avant. Si on continue à tout défaire en dessous, là, bientôt, la limite nordique protégera 100% de l'habitat du caribou puisqu'il ne sera plus qu'au nord. Comprenez à quel point qu'on peut jouer sur les mots pour faire dire un peu ce qu'on veut? C'est ça le problème que je vois là. Martin Hugues a été attaqué sévèrement dans un épisode assez récent. Je pense que tu as eu des excuses même à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu as comme message? Parce que tu as du guts, puis c'est pas un reproche que je fais à personne de ne pas avoir le même guts que tu as. Mais dans un contexte où la liberté académique est défendue pour certains objets ou sujets, et pas dans d'autres, comme par exemple des gens qui intervenaient en cours et qui ont été menacés par des industries de révéler leurs sources. L'université n'a pas choisi de défendre ces professeurs qui étaient concernés. Est-ce que tu sens que, en passant, la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur est à l'Institut économique de Montréal avant. Exactement. Donc, on rentre dans quelle ère et quel conseil tu as à donner aux gens, surtout nos étudiants et nos étudiantes qui vont se diriger quelle liberté de parole, disons? Écoute, moi,
Ma réponse courte à ça, là, Il faut que ce soit court. ça va être court. Moi, je suis payé avec des fonds publics. Je fais ma recherche avec des fonds publics. Ma science appartient au public. Je dois la donner au public. Ils ne liront pas mon article dans Science of the Total Environment, même s'il est vraiment cool en passant. Ils ne le liront pas. Fait que j'ai besoin, c'est un besoin chez moi, de prendre de la place dans les médias. Dans Québec Science, pour un article, puis c'est important que. Et j'encourage les gens à le faire. Puis croyez-moi, là, 99% des interactions qu'on a sont positives. C'est sûr qu'on se rappelle plus du 1% négatif. Ceci étant dit, si j'étais mis en demeure par un groupe de pression d'industrie ou autre, et que j'avais fait une erreur, je la reconnaîtrais. Si je n'ai pas fait d'erreur, je suis assez utopiste, je crois assez en la vérité pour me dire qu'elle va sortir à quelque part. Puis si mon employeur ne me protège pas, je travaillerai ailleurs. Je ne me stresse pas avec ça. Mais honnêtement, là, vous avez la responsabilité collective dans le domaine qui est le vôtre de redonner au public ce que vous faites. Parce que vous ne travaillez pas pour une industrie privée, vous travaillez pour et avec des fonds publics. Fait que votre employeur, c'est la petite dame qui travaille là-bas. Arrangez-vous pour trouver un chemin dans la manière avec laquelle vous allez expliquer vos choses complexes pour qu'elle le comprenne. C'est ça qui est important. Puis il y a des formations super intéressantes là-dessus en passant. Le scientifique en chef, Rémi Quirayon, organise avec l'INSA le consortium de conseils au gouvernement, des formations. J'ai suivi ces formations-là, j'ai adoré ça. Moi, je me suis gâté aujourd'hui, j'ai fait un tour de bien des affaires. Là. Quand vous arrivez devant un public cible, ça prend 3 à 5 idées claires. Ploc, ploc, ploc. Ramener ça avec des exemples, tirer de la vie du quotidien. Tout le monde va se rappeler de la fidélité au site, puis de se réveiller dans un appartement qui n'est pas le sien. C'est bien plus facile à s'en rappeler si je vous l'explique comme ça que si je vous dis exactement ce qu'on a fait. Donc, moi, je pense que c'est important de le faire. Est-ce que tout le monde veut le faire? Je respecte ça. Il y a des gens qui sont soit plus timides. Je paye mes études à jouer dans les bars. Moi, je suis habitué d'être dans le monde. Mais je te dirais que plus souvent qu'autrement, vous allez avoir des super belles surprises quand vous le faites. Les gens, l'environnement leur tient à cœur. Ça va être encore plus vrai quand vous allez être à l'emploi. Il me reste 30 minutes, non? Non. Oh. Merci beaucoup pour votre attention.